Bonjour à tous. Écoutez, on va commencer la présentation. Je vais me présenter déjà. Donc, je m'appelle Antoine Buat, je suis l'un des fondateurs de la société Gigdash. Je ne vais pas animer cette présentation aujourd'hui, mais juste faire une petite introduction, puisque c'est un événement dédié au secteur public dans lequel nous allons avoir 4 intervenants. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'agenda. Je peux peut-être essayer de le repasser quelque part si je le trouve. Bon, en gros, 4 intervenants qui chacun vont avoir 45 minutes. Je ne vais pas le retrouver plus facilement, finalement, je ne l'avais pas mis sur mon PC, mais nous aurons le ministère de la Santé avec Salima Ossini à partir de 9h30, l'INRAE avec Christelle Chapuis à partir de 10h15, le département des Yvelines avec Daphné Duhautois à partir de 11h et pour les ministères sociaux, Philippe Louvel et Nicolas Masset à partir de 11h45. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien compris, alors il y avait un petit glitch, je pense, dans l'introduction du webinaire. C'est un webinaire qui va durer jusqu'à 12h30, hein, du coup. Donc, c'était, je crois, marqué de 9h à midi, c'est bien de 9h15 à 12h30. Je voulais repréciser ça. Alors, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir en audio pour les participants au webinaire. En revanche, vous avez quand même la possibilité d'aller dans la boîte questions ou chatter dans laquelle vous pouvez poser vos questions. On essaie d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre pendant les présentations des différents intervenants. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gigdash, je vais faire une petite introduction rapide sur qui on est. Déjà, sachez qu'on n'a qu'un seul produit dans notre portefeuille. Ce produit s'appelle Gigdash Enterprise. Vous allez voir des exemples de réalisations qui ont été faites à travers Gigdash Enterprise, qui est donc un logiciel de tableau de bord agile qui va vous permettre de faire de la visualisation de données, de l'exploration et de la mise de données. C'est ça notre cœur de sujet. On est une société dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. On a également un bureau à Paris, à Madrid. On a plus de 150 000 utilisateurs. On a une croissance annuelle assez confortable. On fait partie régulièrement d'une enquête qui est réalisée par le cabinet Bark, un cabinet allemand indépendant qui analyse toutes les solutions au sens large du terme autour du décisionnel, de la visualisation de données. J'ai celle de 2019 ici, mais vous allez voir que sur notre site web va arriver courant octobre ou fin octobre, début novembre, la version 2021 mise à jour de ce sondage, dans lequel il y a à la fois les analyses réalisées par les experts du cabinet Bark, mais également un certain nombre de nos clients sont interrogés pour répondre à une enquête et effectivement une sorte d'enquête de satisfaction sur différents sujets. Donc là, par exemple, sur le 2019, on avait 100% des gens du panel de répondants à l'enquête, une quarantaine de personnes en l'occurrence, qui recommandent la solution Gigdash, 94% qui estiment que nos fonctions sont excellentes. C'est-à-dire qu'on a une adoption assez forte en général quand on déploie la solution dans les organisations. Juste quelques mots sur la plateforme. La plateforme Gigdash est bien une plateforme complète qui permet de construire des applications destinées au métier, c'est-à-dire que ça va de la préparation des données, la capacité à collecter, agréger, transformer ces données, jusqu'à la partie visualisation, création de tableaux de bord interactifs dans lequel vous allez avoir des filtres dynamiques, la capacité à driller, descendre dans les données, d'interagir avec des graphes assez avancés. Donc, tout ça, c'est vraiment la partie clé de Gigdash. Mais vous avez aussi un volet publication qui vous permet de créer des documents un peu plus statiques, la création de PowerPoint, de PDF, d'Excel. Donc, tout ça est aussi inclus dans la solution. Pour les gens qui sont un petit peu plus experts autour de la data, on a aussi un volet analyse avancée qui permet de faire de l'analyse prédictive, l'analyse ensembliste, l'analyse de cohorte. Donc, c'est pour les gens qui voudraient aller un peu plus loin que la simple statistique descriptive, pardon, je vais y arriver. Vous avez effectivement des modules un petit peu plus avancés. Le produit est entièrement configurable, donc vous allez voir dans les réalisations ici des looks différents de tableaux de bord, bien évidemment avec l'intégration de vos chartes graphiques, logos, etc. Mais ça peut aller plus loin que ça. On peut également intégrer Gigdash dans une application plus large. Donc ça veut dire que si vous voulez changer la position des menus, si vous voulez changer tout un truc, tout est vraiment configurable dans Gigdash. On n'est pas une plateforme d'IA, mais on utilise l'IA pour accompagner nos utilisateurs sur principalement 2 tâches. La première, c'est ce qu'on appelle le requêtage en langage naturel. Je ne sais pas s'il y aura des exemples aujourd'hui. C'est ce qui permet à un utilisateur de poser une question dans sa langue maternelle et d'obtenir en réponse un rapport ou un graphique qui va, en fonction de données auxquelles il a accès, répondre au mieux à cette question. Et puis, le deuxième sujet sur lequel on utilise de l'IA, c'est la découverte de données. Donc, c'est vraiment un sujet dans lequel on veut laisser un utilisateur métier avec relativement peu de compétences charger ses propres données. Donc, c'est des scénarios un peu particuliers, mais ça va permettre effectivement de découvrir où sont les dimensions temporelles, géographiques, organisationnelles, et donc automatiquement de proposer des hiérarchies et de la navigation sur une source de données toute neuve. D'ailleurs, je vous montrerai des exemples parce que je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui
de vous montrer des exemples de comment on crée des tableaux de bord, mais moi je vais passer 5 minutes pour vous montrer comment un utilisateur métier peut créer un tableau de bord directement à partir de l'interface Digdash. Alors en termes de type de restitution qu'on va avoir dans Digdash, vous allez avoir probablement plusieurs exemples aujourd'hui, mais sachez qu'on peut vraiment faire tout type de tableau de bord, du tableau de bord de pilotage, dont l'objectif c'est en un clin d'œil d'avoir une vision à 360 degrés sur un ensemble d'indicateurs pour prendre des décisions éclairées, jusqu'au tableau de bord d'exploration qui va permettre de manière beaucoup plus opérationnelle à un utilisateur de rentrer dans le détail de l'information, de comprendre comment l'information, l'indicateur est calculé, etc. Et en passant par le tableau de bord de communication qui va permettre vous permettre finalement de communiquer de l'information à l'extérieur de votre organisation. Si vous publiez juste un tableau, un indicateur, ce n'est pas suffisant. Si on veut être plus pertinent autour de ces données et raconter une vraie histoire, il faut être capable effectivement d'enrichir les graphiques, les tableaux, les indicateurs avec du texte explicatif. Donc, vous pouvez réaliser tous ces types de tableaux de bord avec l'interface de Digdash. Juste un petit point rapide aussi sur les utilisateurs. Donc, sachez qu'on a essayé de catégoriser les utilisateurs dans Digdash pour leur proposer des interfaces qui vont être adaptées à leurs besoins. Il y a 3 grandes typologies d'utilisateurs qui reviennent très souvent dans nos déploiements. Le premier, c'est l'utilisateur métier. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de compétences informatiques particulières, qui n'est pas habitué à manipuler les données et pour lequel, clairement, il faut une interface très presse-bouton, donc très simple d'exploitation. Deuxième profil d'analyste, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà une expertise autour du décisionnel, que ce soit dans Business Object, MicroStrategy, ClickView ou autre. Il va vouloir effectivement retrouver une partie de son expertise dans l'interface de Digdash. Donc, on lui fournit des éléments qui vont le mettre à l'aise pour qu'il soit vraiment capable d'aller très vite pour créer de nouveaux tableaux de bord, rapports, etc. Et enfin, le troisième profil, responsable décisionnel, qu'on appelle aussi modeleur de données, chez nous, c'est la personne qui est beaucoup plus proche de la donnée, qui va mettre en place les scénarios de chargement, à quel moment je charge les données, comment je les transforme, et qui va vouloir documenter tout ce patrimoine de données pour le valoriser. Donc, c'est ça l'important, c'est aussi la création d'un catalogue de données qui va être possible au sein même de Digdash. Vous avez quelques références ici, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Sachez qu'on n'est présent pas que dans le secteur public, on est également présent dans les grands comptes et les entreprises intermédiaires, quel que soit leur secteur d'activité. Vous avez des témoignages aujourd'hui, effectivement, que du secteur public, mais Digdash n'est pas réservé à cela. Je vais passer rapidement sur une petite vue démo. Il me reste 10 minutes, donc ça va être très très rapide. C'est juste pour prendre quelques exemples. J'avais parlé de 3 grands types de tableaux de bord. Je voudrais illustrer ces 3 grands types de tableaux de bord. On va commencer par le tableau de bord dit de pilotage. Je rappelle l'objectif à chaque fois rapidement. L'idée, c'est d'avoir en un clin d'œil une vision sur un ensemble d'indicateurs pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Comment elles peuvent être éclairées? Simplement, il y a un petit point rouge qui va me focaliser mon attention sur les éléments qui sont importants à visualiser. Je vais vraiment aller très vite. L'idée, ce n'est pas d'avoir ici nécessairement de manipulation de données comme je viens de faire ici. C'est vraiment la vision très ensembliste, très macro de l'information. Deuxième type de tableau de bord que je voudrais vous montrer, c'est le tableau de bord de communication. Je rappelle son objectif. L'objectif, c'est de partager de l'information à quelqu'un qui n'est pas forcément au courant de ce que je vais lui présenter comme info. Donc, ça veut dire que non seulement je vais être obligé d'expliquer ce que je vais présenter, mais en plus, je vais devoir vraiment bien documenter tous les indicateurs, comment ils sont calculés, à quoi ils servent, etc. Là, en l'occurrence, c'est un jeu de données ouvert sur l'éducation dans le monde, fourni par l'UNESCO. Je vais pouvoir voir, il y a différentes sections dans ce document. Je vais pouvoir voir des informations sur le taux de non-scolarisation pour le primaire, pour les cycles secondaires, etc. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur des éléments, ça va interagir sur les différents graphiques. Sachez aussi que les tableaux de bord dans Digdash sont dits responsifs. Ça veut dire que si vous voulez tailler, alors pardon, je l'ai un peu trop taillé ici parce que mon truc est parti, je ne sais pas où. Effectivement, il est parti sur un autre écran que je n'ai pas. Donc, je vais relancer un autre Chrome, si j'y arrive. Il est peut-être par là. Il a complètement disparu. C'est pas grave. Hop. Je vais vous le remontrer quand même. On va re-rentrer dans un autre tableau de bord, mais je ne sais pas où est passé mon Chrome précédent. Peu importe. Donc, l'idée, c'est de vous dire, voilà, effectivement, même si vous étiez sur un écran de petite taille comme ici, vous avez la possibilité de voir les graphiques, quoi qu'il arrive, avec les mêmes capacités en termes de navigation. Simplement, l'explication de texte, ça va se situer au-dessus ou en dessous de l'élément sur lequel vous avez cliqué plutôt que côte à côte quand on était sur un écran de plus petite taille. Voilà. Donc, par contre, toute la navigation reste la même. Si vous voulez descendre dans un pays, etc., vous pouvez le faire quelle que soit la taille de votre écran. Si vous voulez naviguer en cliquant sur un élément détaillé, par exemple ici une cartographie dans laquelle vous souhaiteriez descendre, voir uniquement les universités pour l'académie de Besançon ou que sais-je, vous verriez effectivement directement apparaître ces éléments sur la carte. Okay.
Dernier type de tableau de bord que je pourrais vous montrer, c'est un tableau de bord dit d'exploration. Pareil, je vais rester très rapide ici parce que vous allez voir probablement plein d'exemples de tableaux de bord d'exploration pendant cette présentation. Là, l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de laisser l'utilisateur vraiment interagir avec ces données. Donc, on est sur une société qui a la grande distribution et qui se pose la question suivante, c'est quelle est l'efficacité de mes campagnes télémarketing pour générer le chiffre d'affaires? En fait, pour répondre à cette question, on a besoin de se connecter à deux sources différentes. La première source, c'est l'ERP qui donne des informations de vente. La deuxième source, la base de données télécom. Et vous allez voir qu'effectivement, on peut les manipuler de manière commune. Je choisis une année, toutes les vignettes sont filtrées par cette année, je rentre dans le détail, je peux voir effectivement explorer par l'axe géographique, je peux tourner ma carte pour obtenir le détail de ce qui est porté par cette carte, je peux aller dans une page comparaison pour rentrer encore plus dans le détail de l'information. Et toutes ces informations sont en plus exportables. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez prendre l'état actuel de votre tableau de bord et dire, bah, tiens, je vais en créer un PowerPoint, bah, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez générer une vue PowerPoint du tableau de bord que vous avez ici. C'est-à-dire que ça va reprendre les éléments issus de plusieurs de ces onglets pour les assembler dans un document PowerPoint multipage. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer d'un point de vue fonctionnel ce que peut faire DeepDash. Je vais annuler, c'est pas grave, peu importe. Voilà, vous comprendrez effectivement comment ça fonctionne. Je suis désolé, j'ai été un peu vite ici, je vais le réouvrir. C'est juste que mon PowerPoint est un peu cassé. Hop, voilà, donc ça va vous montrer effectivement, on est bien dans le même contexte de la fonction administration, de la France, de l'année 2019, etc. Donc on voit bien que l'ensemble de ce PowerPoint a été généré à partir de ce tableau de bord. Alors, dernière chose que je voudrais vous montrer très rapidement, c'est comment on constitue des tableaux de bord dans DeepDash. Donc, je vais aller dans ce qu'on appelle l'éditeur de tableau de bord et je vais vous prendre un exemple. On va partir. Alors, il y a plusieurs manières de constituer un tableau de bord dans DeepDash. La première manière, ça pourrait être d'assembler des choses qui ont été créées par d'autres personnes. D'accord? Vous pouvez venir ici, prendre dans les menus des objets qui ont été créés par d'autres personnes et les assembler au sein de votre propre page. Donc, ça, c'est si vraiment je suis débutant et que je veux me créer ma page personnelle. Dans cette bibliothèque, il peut y avoir énormément d'objets. On peut chercher des choses. Si je commence à chercher corps pour corrélation, par exemple, je vais voir tous les graphiques qui, dans leur titre, contiennent corrélation. À moi, après, de choisir celui qui m'intéresse. Et je vais pouvoir le poser à côté de mon graphique existant. Donc là, je constitue une page de tableau de bord qui va effectivement ensuite venir se rajouter. Je peux mixer des choses qui sont issues de domaines complètement différents. Donc, par exemple, ici, je pourrais très bien vouloir voir la position des mairies annexes à Paris, pourquoi pas, et venir l'organiser sur la même page. Toute l'interactivité que vous pourriez imaginer sur ces données, elle existe nativement. C'est-à-dire que si je veux rentrer dans le détail de l'Europe ici, ça va influer sur mon autre graphique là, etc., etc. Je rentre à nouveau en mode édition et je vais aller un cran plus loin. Je vais vous montrer comment un utilisateur, même métier, c'est-à-dire même débutant, peut charger ses propres données. Donc, on a un assistant de création de tableau de bord ici qui permet de faire exactement ça. Soit vous prenez un modèle de données qui a déjà été réalisé par quelqu'un d'un peu technique au sein de l'informatique, soit vous pouvez charger votre propre fichier. Donc, on parle de fichier, pourquoi? Parce qu'on est sur un utilisateur métier. Donc, la connexion vers une base de données, c'est à travers une autre interface qui est plus complexe. Là, je m'adresse vraiment à l'utilisateur métier. L'utilisateur métier peut prendre son fichier Excel, cliquer dessus, ça va le charger, il va voir qu'il y a plusieurs onglets, je vais pouvoir cliquer sur Continuer. Ici, il va essayer de découvrir de quoi parle ce fichier-là. Avec une note de 5 sur 5, il pense que ça parle de vente au détail. D'accord? Si j'édite le modèle de données, vous allez voir directement le contenu de ce fichier Excel. Il y a des dates, des régions magasins, des produits, puis un certain nombre d'indicateurs, prix unitaire, nombre d'articles, CA, marge, etc. Je ne vais rien changer de tout ça, je ne vais pas changer la configuration du tout de ce modèle de données, c'est-à-dire que je ne change pas le nom des colonnes ou quoi que ce soit. Je vais juste cliquer sur Vente au détail et sur Continuer. Et vous allez voir qu'il va me faire des suggestions de présentation d'informations. D'accord? Donc, il me génère un certain nombre de graphiques. Je pourrais en rajouter d'autres. Je ne vais pas le faire, je vais juste cliquer sur Terminer et construire. C'est pour vous montrer qu'en 3 clics, finalement, je peux charger un fichier Excel et générer un tableau de bord. Là, il a créé une page produit dans laquelle je vais voir par produit chiffre d'affaires, les 5 meilleurs produits. Une page indicateur clé dans laquelle je vais voir la cartographie des ventes, l'évolution des ventes par année, chiffre d'affaires global. Je peux continuer d'enrichir ce tableau de bord. Donc, je pourrais créer une nouvelle page. Je vous ai montré qu'il y avait une colonne concernant la marge. Il n'y a aucun indicateur ici concernant la marge. Donc, à moi de venir créer cette page et de me dire, tiens, je vais créer un nouveau graphique. D'accord? Donc, dans ce nouveau graphique, soit je choisis des typologies de graphiques, je suis assez pertinent, je sais exactement ce que je veux présenter. Soit si je ne sais pas exactement, je peux me laisser guider par l'interface. Il va me proposer des typologies graphiques en fonction de ce que je veux montrer. Si je veux faire une analyse de tendance, il se trouve qu'il y a un axe temporel, très bien. Je choisis l'indicateur qui m'intéresse, la marge, je clique sur plus et c'est suffisant pour créer un nouveau graphique. Je peux le positionner après, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, n'importe quel endroit sur ma page de tableau de bord, ça ne pose pas de problème. Pareil sur l'axe géographique, je vais choisir la marge ici, je vais cliquer sur plus et automatiquement, il va venir me créer ce nouvel indicateur. Je
pourrais rajouter ensuite ce qu'on appelle du contenu additionnel pour positionner un petit peu des éléments de contexte dans mon tableau de bord, par exemple savoir ce qui est filtré actuellement, ou alors des éléments d'interaction comme une boîte de recherche dans mes données. Alors vous avez vu également qu'il y a des petites lignes bleues qui se créent automatiquement pour faciliter l'alignement entre les différents composants et que les tableaux de bord que je réalise soient relativement jolis avec facilité. Donc, une fois que j'ai fait ça, bah, toute l'interaction, encore une fois, elle existe. Hein, ça vient de mon fichier Excel, mais il a été capable d'agréger notre colonne région-magasin par axe géographique. Donc, c'est pour ça que je peux descendre en Europe, en France et voir le détail. Je peux descendre dans l'axe géographique, alors que, souvenez-vous, dans mon fichier Excel, je n'avais qu'une seule colonne. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'avoir une colonne année, mois, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir une colonne région, pays, continent. On va générer automatiquement cette information. Et bien sûr, ici, vous voyez le contexte de filtrage actuel et la capacité de chercher dans les données. Hein. Je peux chercher quelque chose qui contient BA. Ben, il y a 2 régions, mais il y a aussi 7 produits, hein, babi, baladeur, balai qui contiennent BA. Moi, je choisir ce qui m'intéresse. Je vais prendre baladeur. En plus des baladeurs, je dois avoir les téléphones mobiles, pourquoi pas. Donc, toute cette interactivité que vous pouvez imaginer, elle existe nativement. Ok, ben, écoutez, je vais laisser la main maintenant à notre prochain interlocuteur qui est Salima. Donc, je vais vous présenter le projet Aquasys décisionnel qu'on a réalisé en grande partie avec Dicdash. Donc, on va vous faire notre retour client des ministères sociaux sur ce projet. Alors, d'abord, d'où l'on parle, je vais vous présenter en quelques mots les ministères sociaux. Donc, les ministères sociaux, c'est d'abord le ministère des Solidarités et de la Santé avec la direction emblématique, Direction générale de la santé que tout le monde connaît. C'est le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion avec la Direction générale du travail qui est la composante la plus importante. Et puis, c'est aussi un ministère plus petit chargé de l'égalité des femmes et des chances. Tout ce qui est réseau déconcentré en fait en région, derrière le ministère des Solidarités et de la Santé, vous avez les ARS que vous connaissez bien aussi maintenant. Et puis derrière le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Réinsertion, suite à la récente réorganisation territoriale, vous avez maintenant les DRETS et les DDETS. Alors, en transverse, vous avez le secrétariat général dans lequel il y a la direction du numérique dont je fais partie. Donc, ce secrétariat général, en fait, il remplit une mission de soutien aux politiques publiques, de modernisation de l'administration et de coordination des services. Il est transverse à tous les ministères et donc il apporte en fait des services en termes de support. Il porte également la vision et l'unité des ministères sociaux, en particulier toutes les relations en interministériel, toute l'animation des services territoriaux et tout le pilotage est réalisé également par le secrétariat général. Les 2 acteurs projets au sein des ministères sociaux concernés donc, par ce que je vais vous montrer, c'est d'abord la Direction générale de la santé, qui prépare donc la politique de santé publique et qui contribue à sa mise en œuvre au travers de 4 grands objectifs, sachant que les 2 qui nous concernent pour le projet, c'est la préservation et l'amélioration de l'état de santé de la population et c'est la protection de la population des menaces sanitaires. Le projet, en fait, porte sur la qualité des eaux. Donc, il est rattaché au Bureau de la qualité des eaux, qui est dans la sous-direction prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation. La deuxième direction qui est concernée par le projet, c'est la DNUM, qui est une direction experte du secrétariat général, qui est engagée au profit de l'ensemble des ministères sociaux en transverse, qui permet d'assurer aux agents un environnement de travail à l'état de l'art, qui permet d'accompagner la transformation numérique des métiers en mettant en place des solutions numériques innovantes. Et ça, on va être concerné, donc c'est par la réalisation du projet qu'on va vous montrer. Et puis, c'est également, la DNUM a également pour mission de garantir des systèmes d'information efficients et sécurisés. Là également, on est concerné puisqu'on doit également garantir le bon fonctionnement du SI actuel en attendant que le nouveau SI soit réalisé. Notre bureau, le bureau dans lequel je suis et qui est concerné par ce projet, c'est le bureau santé médico-social qui est rattaché à la sous-direction projet et services numériques. Le SI du contrôle sanitaire des eaux, donc, comme je vous le disais, c'est celui qui est concerné par le projet. C'est un support, c'est un SI support pour la mission de la DGS et des ARS donc dans le domaine de l'eau. L'objectif étant de protéger la santé de la population au travers des différents usages de l'eau, sachant qu'on a plusieurs domaines de l'eau en fait. Vous avez les eaux destinées à la consommation humaine, ça c'est ce qui est le plus emblématique et important, c'est l'eau du robinet qu'on boit. Vous avez les eaux de baignade qui est le deuxième sujet le plus important de ce SI.
donc toutes les eaux de loisirs. Et puis après, vous avez des eaux un petit peu, voilà, les eaux embouteillées, les eaux thermales qui sont particulières, puis les eaux de piscine qu'on rattache aux eaux de loisirs avec les eaux de baignade. Ce système d'information, en fait, il a un volet gestion et un volet un peu data. Il permet d'abord, avec le volet gestion, la gestion du contrôle sanitaire des eaux par les ARS, d'abord les principaux acteurs, mais également dans leur relation avec les laboratoires et puis d'autres services publics, les mairies, etc. Ça permet également une exploitation des données à tous les échelons géographiques, que ce soit au niveau national, mais également au niveau régional et au niveau départemental. Ça permet également de répondre à toutes les obligations réglementaires à tous les échelons, jusqu'à l'échelon européen d'exploitation, d'exposition et d'information des données. ESI en quelques chiffres. Alors, du point de vue métier, c'est 800 000 visites dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux par an. C'est des milliers d'acteurs, donc les 18 ARS et les 99 délégations départementales qui travaillent concrètement dans les secteurs, dans les départements santé et environnement sur ce sujet-là. C'est 138 laboratoires agréés de santé qui sont nos interlocuteurs. C'est des collectivités locales, 35 000 communes, 2400 intercommunalités qui sont aussi nos interlocuteurs, avec lesquels on a des échanges. C'est des gestionnaires des sites d'eau de loisirs, donc les 18 000 piscines collectives et les 4 500 sites de baignade. Et puis, c'est tous les exploitants privés, Veolia, SOR, mais également, on ne les a pas mis là, tous les partenaires publics et tous les ministères de l'écologie, le BRGM, avec lesquels on travaille et qui interviennent sur l'eau. Les autres métriques, on va dire plus IT en tout cas, qui ont un impact IT. Annuellement, c'est 19 millions de résultats analytiques traités pour tout domaine par an. Et ces 19 millions de résultats sont portés par 360 000 prélèvements qui sont réalisés donc dans le cadre du contrôle sanitaire, par les laboratoires essentiellement. C'est un patrimoine historique de plus de 25 ans de contrôle sanitaire. C'est plus de 100 000 documents institutionnels qui sont produits et diffusés avec un historique au-delà du million. En fait, là, j'ai minoré ces chiffres-là. On est à beaucoup plus de 100 000 et sans doute plus d'1 million. Et puis, c'est environ 500 millions d'enregistrements pour la plus grosse table. On le voit, c'est à peu près 20 millions sur 25 années. Et c'est environ 500 tables de données référentielles. En fait, avec toutes les applications, on est à plus d'1 millier de tables. Mais si on supprime les redondances, on est à peu près à 500 tables distinctes. Alors, le projet Aquasis décisionnel, le contexte et les enjeux. Donc, le projet Aquasis décisionnel, d'abord, c'est le volet data d'un projet plus global qui s'appelle Aquasis, qui est un projet de refonte technologique et métier du SI du contrôle sanitaire des eaux. Son objet pour la partie décisionnelle, c'est vraiment la mise en œuvre d'un véritable système d'information décisionnelle de la qualité des eaux, qui va permettre à la fois de mettre fin à l'obsolescence technique d'un SI qui est critique, on va le voir, et puis ça permet de répondre à toutes les exigences modernes en termes de besoins data. Vous avez sur le graphique à côté un petit peu de schématisé d'où on vient, où l'on est, et puis où on veut aller. Actuellement, l'existence, c'est une solution qui est obsolète, qui a plus de 20-25 ans, qui est Business Object en client-serveur, la version V1.5. On est directement sur des données brutes et on est avec des rapports opérationnels voilà, qu'on réalise. On est resté jusque maintenant bloqué dans le temps, aux années 90. Et là, on a besoin de faire un gros saut pour rattraper la BI Agile 2.0. Donc ça, c'est ce qu'on met en œuvre dans le projet. C'est la première phase du projet avec Digdash. Donc c'est toute la partie self-service BI, data discovery, data visualisation, et puis une partie également de l'open data. Donc ça, c'est la cible actuelle, la première grande étape qui va nous occuper pendant au moins les deux années à venir. Et puis la cible à terme, la suite, c'est d'aller un peu plus loin et puis de rentrer dans la BI prédictive avec du big data et puis étendre encore l'open data. Mais ça, ce sera fait en termes d'opportunités de Sabrina, plus tard. Oui. on a une petite question qui vient de Sébastien Didier qui voudrait savoir si les agences de l'eau font partie des organismes avec lesquels vous travaillez. Oui, mais là, je voudrais juste préciser que pour toutes les questions métiers, on a notre directrice de programme qui fait partie de la DGS qui va nous rejoindre. Je ne sais pas si elle est déjà là ou elle va nous rejoindre. Et elle pourra vous renseigner sur toutes ces questions métiers plus précisément que moi à la fin.
Mais oui. Alors, le projet Aquasis décisionnel en termes d'ambition, d'abord, c'est de lever les irritants. On a une pluralité d'outils, en plus qui sont obsolètes. On a des tâches métiers qui sont récurrentes et qui sont exécutées manuellement, donc qui coûtent en termes de TP, alors qu'on est restreint de plus en plus. On a une évolution des besoins métiers qui fait que ce SI ancien, qui a plus de 25 ans, avec des outils obsolètes, il n'est plus du tout en mesure de répondre aux besoins et aux exigences. Et puis, on a essentiellement une restitution brute de l'ensemble des données acquises. On n'a pas de valorisation. Et là aussi, c'est coûteux et ce n'est pas satisfaisant. Au niveau des objectifs principaux du projet, c'est de créer alors un outil unique, je dirais plutôt un outil intégré de gestion du contrôle sanitaire, de centraliser le parcours utilisateur et toute l'information qui lui est utile. C'est de semi-automatiser la production documentaire et les contrôles. Alors, semi-automatisé, je vais juste m'arrêter en disant qu'on parle, nous, d'automatisation, mais les agents, les experts, en fait, les ingénieurs sanitaires sont très vigilants à ce qu'on automatise juste ce qu'il faut et qu'on leur laisse la main pour avoir l'expertise métier en dernier ressort. Voilà pour la raison pour laquelle on parle de semi-automatisation. Le but, c'est également de dématérialiser un maximum de procédures comme on le peut. Et puis, évidemment, c'est d'exploiter et de valoriser les données à l'aide d'indicateurs qui vont faciliter la prise de décision. Au niveau des enjeux, on va dire, politiques et des gains, il y a d'abord améliorer la qualité de l'interprétation sanitaire. Ça, c'est dégager du temps, en fait, des métiers de manière à ce que, en fait, ils réservent leur temps à leur valeur ajoutée, que l'expertise métier et pas à faire des tâches récurrentes et à passer d'un outil à l'autre. C'est d'avoir une réactivité accrue en cas de crise. C'est une communication plus rapide aux acteurs et au grand public avec une information de meilleure qualité et valorisée. Ce sont des délais de traitement globalement des procédures qui doivent être raccourcis. C'est évidemment une optimisation des ETP en ARS sur le plus possible de tâches, sachant qu'on est tous contraints avec des ETP, des ressources humaines qui sont en diminution constante, donc il faut optimiser leur utilisation. Et puis, c'est fournir des outils d'aide à la décision pour ajuster les politiques publiques, donc à travers des solutions de business intelligence à l'état de l'art. Alors, ce qui est important, c'est de savoir d'où l'on vient, ou plutôt où l'on est, puisque c'est encore le système actuel qui est opérationnel. Ça va vous permettre, j'espère, de comprendre un peu l'inertie aussi qui a fait qu'on a eu du mal à bouger sur ceci qui est critique, mais qui est d'envergure. Et ça va vous permettre peut-être de mesurer l'ampleur du chantier. Alors, d'où l'on vient? On vient d'un monde des années 90 où on était en client-serveur, on est d'ailleurs en client-serveur, avec une application ici, métier de gestion qui est du Power Builder. Et ça, la refonte de la partie application Power Builder, c'est justement le volet gestion du projet, qui attaque une base transactionnelle qui est aujourd'hui du PostgreSQL. Donc, il y en a une par département, en DOM, c'est particulier. Sinon, au niveau ici, en dessous, vous avez la partie en métropole. Là, on n'a plus qu'une seule base qui est en PostgreSQL. On est toujours en 9.3, un peu en retard, mais on est en Postgre. Et puis, vous avez en temps réel une réplication avec donc le même schéma. Et sur cette base répliquée, c'est BO, donc Business Object, qui est l'outil, on va dire, l'outil en fait un peu opérationnel. Ce n'est pas uniquement du décisionnel, c'est de l'opérationnel. On va le voir après, c'est pour ça qu'on a pas mal de contraintes et que le SI est assez critique, même pour la partie data. Donc, ce Business Object interroge en client-serveur la base PostgreSQL qui est répliquée en temps réel, donc avec un schéma de gestion qui n'est pas du tout fait pour l'analyse. Et puis, comme depuis 2 ans, pour des tas de raisons que je ne vais pas expliquer ici, les ARS ont été créées, elles étaient autonomes, et puis au niveau central, on a eu une structure nationale qui a disparu. On a eu une petite dérive avec des gens en ARS qui ont dû un peu se débrouiller et qui ont complété parce qu'il y avait une évolution du besoin, des demandes, comme on l'a vu. Ils ont complété finalement Business Object avec des applications Excel assez sophistiquées avec du VBA.
c'est des vraies applications. Vous avez de l'ArcView pour, par exemple, la carto, et puis vous avez même des applications qui ont été développées localement, par exemple, pour faire tout ce qui est le mailing automatisé. Au niveau du serveur, vous avez aussi des applications Access qui ont été développées. Toujours à VBA, vous avez donc des vraies applications Carto, ArcGIS, et puis vous avez aussi des applications, par exemple, pour l'astreinte localement, qui ont été développées avec du Google Earth pour pouvoir, en cas d'astreinte, vérifier, enfin visualiser tout de suite l'endroit où il y a, par exemple, une pollution sur laquelle il faut intervenir. Donc tout ça, ça veut dire beaucoup d'énergie qui a été utilisée un peu partout en ARS pour faire des choses qui sont redondantes, avec aucune harmonisation, pas d'industrialisation, et puis des outils extrêmement lourds à maintenir, avec une volonté forte évidemment de la DNUM de décommissionner tout ça qui est vieillissant, lourd, et puis une criticité surtout extrêmement importante. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, Business Object et la partie data, ça porte aussi des choses qui sont opérationnelles. Par exemple, tous les bulletins sanitaires qui sont envoyés aux mairies, aux exploitants, toute l'information que vous recevez, même les internets sont basés sur ces outils-là, sur ces bases de gestion, vous répliquez, et donc ça fait porter une criticité très importante sur un sujet qui est sensible, qui est la qualité de l'eau. Alors, je ne vais pas vous embêter avec toutes les applications. Là, c'est vraiment ce qui est le plus important, on va dire. Mais vous avez également toutes les applications web qui sont dans ce domaine data, qui sont des applications spécifiques chez J2E, Postgre. C'est tout ce qui est rapportage européen, c'est une application à part entière. Vous avez aussi les applications des internets de l'eau, qui sont des applications J2E, Postgre avec ArcGIS. Donc là, vous avez un site pour les baignades, 2 ou 3 sites pour les eaux du robinet, un site pour les piscines. Donc vous avez encore 4 ou 5 applications en plus de celle-là. Et c'est tout cela qu'il faut qu'on décommissionne rapidement. Alors, où l'on va, on a une destination, je vais vous la montrer en une planche. Par contre, on a forcément des surprises et des embûches sur le chemin. Donc, on est parti avec une démarche en agilité parce qu'on sait qu'il y a plusieurs trajectoires pour arriver à la cible, qu'on aura peut-être besoin de passer d'une trajectoire à l'autre pendant le projet. Donc, c'est la démarche en agilité qui va nous permettre de faire ça. Donc, j'ai essayé de résumer en fait le projet. Donc, le projet, c'est d'abord l'existant, comme je vous l'ai dit, c'est une base opérationnelle qui n'est pas du tout faite pour l'analytique et la data, qui est interrogée directement, essentiellement pour du reporting. Et puis, tous les besoins, c'est vraiment la carte, etc., c'est fait de façon complètement non uniforme, avec des tas d'utilitaires plus ou moins efficients en ARS. Donc, la cible actuelle, c'est un système d'information décisionnelle classique. Ce que vous avez en bleu, c'est mettre en place toute une chaîne industrialisée de collecte, d'intégration, de distribution, d'exploitation de la donnée, avec un entrepôt de données qui est vraiment schématisé en décisionnel, pour qu'on puisse avoir un modèle qui est optimisé pour l'analytique, un portail décisionnel qui donne accès ensuite à des tas d'outils de restitution, d'analyse et puis d'exposition aux données. Ça, c'est le cœur du projet, c'est vraiment essentiellement d'ailleurs la première année et demie du projet. C'est répondre d'abord aux exigences en interne pour les ARS et la DGS pour assurer donc la mission de service public. Ensuite, la deuxième partie, ça va être tout ce qui est la relation à nos interlocuteurs avec tout ce qui est open data. C'est d'abord la fourniture des données, les échanges, alors que ce soit par des API ou par des transferts. Donc, essentiellement au ministère de l'écologie, BRGM, ANSES, mais également Santé publique France, INSERM, avec aussi des liaisons directes avec des SI de l'eau, UBO et Eau-France. Donc ça, c'est pour la partie un peu partenaire public. Et puis, vous avez également tous les professionnels de l'eau du privé avec lesquels on travaille, et du public d'ailleurs, Haute-Paris, Veolia, SOR, qui sont des professionnels avec la mairie que je vais classer dans cette catégorie, qui ont des besoins particuliers et qu'on voudrait servir par un observatoire public avec une partie vraiment dédiée aux professionnels. Et puis naturellement, vous avez les usagers auxquels on aimerait aussi offrir un vrai service, une vraie information sur ce sujet par un observatoire public dédié.
Alors, au niveau du projet en lui-même, ça va être un long voyage. Donc, pour le réaliser, il faut bien s'équiper et bien s'entourer. D'abord, c'est une équipe projet. On a la chance d'avoir expérimenté, qui est bien dimensionnée pour le moment et qui est soutenue. Alors, soutenue parce qu'on a un sponsoring à plusieurs niveaux. D'abord, la DGS avec le bras droit, l'adjoint de Jérôme Salomon, Monsieur Planel. Vous avez la direction du numérique avec sa directrice, Hélène Brisset, qui est notre sponsor. Et vous avez plusieurs DG d'ARS qui font partie du comité stratégique aussi et qui suivent et qui poussent le projet. Ce qui nous permet d'avoir des experts métiers qui sont détachés sur ce projet-là. Donc, un expert métier de l'ARS Normandie à temps complet et pour l'instant, un expert métier de l'Île-de-France à mi-temps. Avec quelques ETP en plus, notamment par exemple une personne en ARS PACA qui est le référent carto pour les deux volets d'ailleurs, pour tous les besoins cartographiques sur le projet. Vous avez également au niveau métier laissé les chefs de projet métier par domaine de l'eau et puis vous avez les groupes utilisateurs d'ARS. On en a une cinquantaine pour l'instant des différentes ARS qui ont participé, qui participent. On en a eu à peu près une quarantaine dans la première année du projet. On verra qui a commencé en septembre dernier. Et puis, on a une direction d'appui métier de la DGS avec également une AMOA CGI qui fait partie donc, de toute cette équipe côté MOA. Côté MOE, le responsable de la solution décisionnelle, c'est moi-même, avec un assistant, un chef de projet qui m'a accompagné pour cette première année. Et puis après, vous avez une équipe de développement avec des gens qui sont présents entre 60 à 90% en termes de TP. Vous avez Sylvain Declois, donc la société Atoll, qui est notre prestataire, et on va le voir, c'est celle qui a remporté le marché Data Science au ministère de l'Intérieur pour le lot 1 décisionnel. Vous avez l'équipe qui s'occupe de la conception, développement entrepôt, qui est essentiellement Atoll. Et puis, vous avez pour le développement des restitutions un consultant d'ICDASH qu'on a intégré, c'était important pour nous, comme gage de réussite, donc qui est à près de 80% sur le projet et qui encadre aussi et qui appuie les personnes de chez Atoll qui travaillent. Donc, on a deux profils d'ICDASH dans l'équipe et on montera au moins 3 profils l'année prochaine. Après, vous avez tout ce qui est technique global, DataOps, mais vous avez également la conduite du changement qui est complètement intégrée dans l'équipe ici à MOE, avec une personne donc de CGI qui est intégrée à l'équipe, qui participe à toutes les recettes, notamment de premier niveau. Et un sujet qui est très important parce que c'est un gros irritant, tout ce qui est appui technique aux utilisateurs pour le système encore existant, BOV5, et toute la réflexion sur ce décommissionnement qui est également intégré, parce que ça, c'est une grosse crainte. Les ARS, ça fait 25 ans qu'elles utilisent BO, elles ont beaucoup construit dessus, et il y a un vrai enjeu dans le projet qui est de les rassurer, de les accompagner sur ce décommissionnement. Alors, au niveau de la méthodologie, on a fait une méthodologie en itération agile, raisonnée DataOps. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. On a des outils qui sont collaboratifs, un outil SharePoint qui permet de gérer toute l'équipe projet. On travaille avec des ARS, on a travaillé pendant le confinement et heureusement qu'on a mis en place ces outils, sinon on n'aurait jamais pu avancer aussi vite. On a également un portail SharePoint qui est vraiment dédié à la communication et à la mise à disposition des ressources du nouveau projet. Donc, on l'a voulu, on a vraiment soigné toute l'ergonomie pour le rendre attractif et convivial. Et puis, on travaille avec des webinars. On aura fait 4 webinars cette année avec un qui va arriver, pendant lesquels, en fait, on présente l'avancement du projet et on fait de la culturation décisionnelle parce que les gens, comme je vous l'ai dit, ils viennent pas du décisionnel. Il y a également un partenariat étroit avec DICDASH au travers du programme Plan Innovation Client. Donc, DICDASH nous avait promis qu'il serait à l'écoute de nos besoins et qu'il ferait évoluer le produit pour qu'on puisse réaliser au plus vite et au mieux le projet. Et clairement, c'est un engagement qui a été tenu. On a vraiment remonté, travaillé avec les équipes de dev, en particulier cet été. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais saluer. Et ce que je salue également, c'est ce que j'avais demandé à DICDASH et à Atoll, c'était vraiment d'avoir un travail en équipe. Et très clairement, aujourd'hui, il y a un vrai travail d'équipe, que ce soit avec DICDASH, Atoll, avec les ARS, CGI ou avec la DENUM. Et on est une vraie équipe avec quelque chose qui est vraiment très transverse en termes de fonctionnement.
Au niveau des évolutions qui vont arriver dans la prochaine version, qui sont vraiment des évolutions qui étaient importantes pour l'avancement du projet et sur lesquelles Digdash a répondu présent, c'est d'abord l'évolution de la carto. On voulait vraiment faire la carto dans Digdash parce que sinon ça nous obligeait à avoir un composant carto à part. Et ils ont vraiment entendu cette demande et voilà. Et on a une version au mois d'octobre qui sortira avec la possibilité d'avoir du multicouche, l'intégration d'IGN. Puis il y a des choses qui arriveront encore après, qui est la prise en compte de toutes les cartes millésimées. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. En termes de fabrique PDF, les utilisateurs du projet viennent du monde de BO, qui est quand même, c'est le grand point fort. Donc là, il y avait vraiment des besoins d'amélioration, notamment pour des imbrications multiples. Ils ont vraiment entendu ce besoin qui était prioritaire pour nous. Donc, on devrait avoir une première version avec des possibilités plus importantes également dans la version d'octobre et puis des choses ultérieurement. Et puis également, je tiens à saluer leur réactivité sur le RGA. On a eu vraiment des grosses demandes cet été qui n'étaient pas prévues sur le RGA. Sachant que c'est quand même quelque chose, un sujet de longue haleine, ils ont répondu présent. Et ils ont déjà intégré des choses qui permettent aux outils d'assistance, par exemple des non-voyants, d'accéder en tabulation à pas mal de choses, d'avoir toutes les pages Digdash qui soient explicites en termes de libellés, d'informations, etc. Donc ça, vraiment, je tiens également à saluer. Ils ont été très réactifs cet été. Au niveau de l'architecture modulaire, alors c'est une plateforme qui est hébergée chez OVH Cloud. Essentiellement, c'est du Digdash, notre solution décisionnelle avec une VM data qui est en Postgre. Et puis, on a eu besoin d'un peu de Pentao. Ça, c'est pour la partie vraiment des développements très spécifiques et de la gestion de formulaires. Et là également, on a été entendu par Digdash puisqu'ils ont pris en compte nos demandes et c'est quelque chose qui arrivera dans les prochaines versions. Mais comme ça demande un peu plus de temps et que nous, il y avait certains besoins qu'on avait besoin de réaliser rapidement. Donc, on a quand même mis en place cette VM Pentao, mais on est à l'écoute et on intégrera dès qu'elles seront disponibles dans la suite du projet les possibilités de gestion de formulaire Digdash. Et puis, on a la partie infra du ministère. Alors, pour l'instant, on a les envois fichiers. Et puis après, on aura plus tard des envois qui seront ou par API ou par application logique, avec du temps réel notamment. Ça va se faire progressivement. Alors, c'est une feuille de route qui est sous contrainte. Je ne vais pas détailler, mais elle est en 3 phases majeures. On a fait une phase pilote d'abord. On a fait du cadrage, on a fait un premier module et puis on a testé le nouveau prestataire, le nouveau produit, nouvelle équipe. On a une feuille de route 2021 qu'on a voulu privilégier sur les besoins des ARS et le cœur de métier, parce que c'est les utilisateurs internes et c'est eux qui font partie aussi, qui participent aux ateliers. Et puis, on a la feuille de route 2022 qui va privilégier plutôt les besoins de la DGS, avec notamment tout ce qui est open data, dispositifs de reporting à l'Europe et les observatoires publics. Alors, je vais faire une démo assez rapide que je vais dérouler. Donc ici, vous vous connectez par une mire d'authentification. Vous avez un portail d'accueil qui est complètement personnalisé, qui permet ou d'aller sur un domaine de l'eau ou aller sur des modules métiers spécifiques. Ici, on est sur le module métier de la qualité des données. Là, vous avez, par exemple, un top 6 des règles les moins bien respectées en termes de qualité des données. Ça, c'est contextuel. Si vous cliquez sur une région, vous allez avoir la mise à jour de ces 6 règles qui ne vont pas être les mêmes. Vous allez avoir à la fois une information sous forme de smiley qui très rapidement, vous avez un infobulle ici qui vous l'explique, vous indique à quel niveau vous êtes par rapport aux objectifs. Et puis, vous avez un deuxième identifiant ici, icône qui vous permet d'avoir la tendance. Est-ce que vous êtes en amélioration, en régression, ou vous êtes stable par rapport à cet état? Après, vous avez des macro-indicateurs ici, comme les installations. Vous avez également les prélèvements. Donc là, au niveau national, 74 000 prélèvements à vérifier, 10% des installations à vérifier. Vous avez ici une carto, et puis vous avez ici la possibilité de sélectionner en fait la règle qui vous intéresse. Et pour cette règle, vous allez avoir ici une vision tout de suite des régions qui sont les meilleures en termes de respect de qualité des données et puis celles qui sont le moins bien. C'était important pour nous de commencer par cette qualité des données parce que c'est aussi important d'améliorer toute la qualité de l'existant avant la reprise dans un nouveau système. Et puis, c'est également important parce qu'on partage beaucoup ces données avec nos partenaires
on alimente d'autres systèmes d'information, des bases d'information sur l'eau, et donc on doit être garant d'une bonne qualité de l'eau. Je ne vais pas tout passer en revue parce qu'après, vraiment, ici, vous voyez, vous avez une autre vision des règles. Ici, vous rentrez dans une règle et vous avez vraiment des informations plus précises sur cette règle pour les départements, par exemple, de votre région. Ici, vous allez entrer vraiment dans le détail, hein, vous rentrez dans un enregistrement, celui qui est erroné, et vous allez pouvoir, pour cet enregistrement, en fait, avoir le détail. Et puis ici, vous pouvez, à contrario, pour un point d'observation, avoir toutes les règles qui ne sont pas respectées. C'est ce qu'on voit ici. Pour le réservoir du CHU, ici, on voit qu'il y a 3 règles qui ne sont pas respectées et puis vous avez la précision sur ces règles. Si je saute et que je regarde un autre module, donc ça c'est le module suivi laboratoire qui va permettre de suivre les délais, les coûts, le suivi du plan de contrôle. Vous avez d'autres représentations cartographiques, une boîte à moustaches ici. Vous avez le top 5 du suivi des laboratoires. Vous avez un peu plus loin du détail avec un tableau qui permet aussi de faire des exports Excel. Vous avez ici plutôt un suivi des coûts. Vous pouvez suivre quels sont, par exemple, ici, c'est le domaine d'alimentation naturellement, hein, qui représente environ 72% des coûts en termes de contrôle sanitaire. Et puis, vous avez, pour finir, ici, un composant, par contre, qui est un peu particulier. C'est une vision du plan du contrôle sanitaire sous forme de calendrier. Donc, avec Digdash, ça a été un composant un peu fait sur mesure qui permet aux métiers, aux ARS, de voir directement en un coup d'œil pour chaque mois ou chaque semaine, suivant le domaine. Ici, envers tous les types d'analyses qui ont bien été réalisées dans les temps, en jaune, celles qui ont été réalisées en retard mais qui l'ont été, et puis en rouge, celles qui sont en retard et qui ne sont toujours pas réalisées. Ça permet très visuellement et très rapidement de voir les choses. Pour finir, juste dire qu'on est quand même assez aussi satisfait de souligner que le projet, c'est un projet qui est inscrit dans nos régions, qui est aligné avec les valeurs de l'administration numérique. On a Atoll, donc, qui a remporté le marché Data Science au décisionnel, qui est une ESN française qui est basée en Bourgogne-Franche-Comté. On a Digdash, logiciel de DataVis français, dont le siège est basé en PACA. On a un hébergeur, OVH, dont le siège est dans les Hauts-de-France. Donc, on a quand même un projet qui est pas mal made in France avec beaucoup de TP en France. C'est aussi une solution qui est centrée sur la solution Digdash, mais c'est aussi qui est aussi ouverte sur les logiciels libres du CIL. Pour nous, c'était important, c'est ce qui a motivé le choix d'Igdash, c'est qu'on pensait, et pour l'instant c'est le cas, qu'on allait avoir une meilleure interopérabilité avec les outils du open source, en particulier ici Unix, Talend, Postgre et OpenTAO. Enfin, c'est un projet qui est engagé socialement avec on a inclusion de jeunes en apprentissage et en stage. Et on a vraiment avec Atoll en particulier et Digdash une vraie préoccupation environnementale, donc d'éco-conception, parce qu'on travaille sur un sujet qui est un métier qui est sensible, hein, qui est la qualité de l'eau et qu'on se doit d'être exemplaire. Voilà, si vous avez des questions. Oui, alors on va avoir une question. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est l'aspect au Pentao? C'est-à-dire, préciser l'aspect Pentao, c'est-à-dire ce que fait Pentao. Alors, on a des rapports qui sont... Pardon? Non, vas-y, je vous en prie. Pentao, donc c'est un serveur, c'est un outil open source hein, de BI, on va dire, qui est évidemment pas au niveau de Digdash, hein, qui par contre a un très bon moteur éditique qui a été très éprouvé notamment par notre Presta Atoll chez plein d'autres clients et qui était en capacité de répondre rapidement à la réalisation de certains rapports qui étaient très complexes, notamment avec beaucoup d'imbrications multiples, beaucoup de choses spécifiques. Et puis également, ça permettait d'avoir une industrialisation et d'avoir aussi tout ce qui est sur mesure avec vraiment des formulaires de saisie, en fait, des formulaires qui permettaient aussi de modifier la donnée
Donc là, c'était vraiment des exigences qui étaient très importantes en termes d'éthique, qu'on ne pouvait pas demander à un outil comme Digdash, même si ils ont écouté et ils vont quand même livrer des choses dans ce domaine qui seront importants pour nos producteurs d'informations. On ne va pas les mettre sur Pentao. Ça, on le garde vraiment pour quelques besoins précis et très pointus. Les avancées que va faire Digdash sur ce sujet-là des formulaires de saisie, c'est très important pour nous, par exemple, pour que en ARS, les gens puissent faire des rapports dans lesquels, par exemple, ils vont les mettre à disposition de leurs collègues et ceux-ci vont pouvoir saisir des conclusions sanitaires. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Combien de temps en moyenne il vous faut pour sortir un tableau de bord sous Digdash? Alors, en fait, ça dépend. Si c'est la réalisation, ça peut être quelques jours ou semaines, suivant les tableaux de bord. Mais pour un module, si on comprend vraiment toute la partie amont conception, sachant qu'on travaille en recette en mode agile, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers de conception. On fait une première version V0 dès qu'on sent qu'on est à peu près sur un périmètre stable. Et par contre, le contrat qu'on a avec eux, c'est vraiment qu'on a 2 ou 3 ateliers avec des recettes où l'objet, c'est vraiment d'améliorer, d'enrichir le tableau de bord jusqu'à arriver à une première version qui ira en production et identifier le backlog pour les versions d'après. Et ça se déroule sur environ à peu près 3 mois. Alors, j'ai une autre question, c'est utilisez-vous les commentaires dans Digdash en plus de Pentao ou seulement Pentao? Les commentaires, c'est-à-dire. Je ne comprends pas la question pour la partie commentaires. Tout ce que je peux dire, c'est que tout ce qu'on peut faire sur Digdash, on le fait sur Digdash. Ouais, juste Voilà, pour très clairement. préciser, parce que je crois comprendre la question, c'est probablement quelqu'un qui connaît Digdash. L'idée de Pentaol, c'est pas du tout pour faire des commentaires, c'est vraiment pour faire de la saisie d'autres Non. informations sous forme de formulaire. Donc, c'est pas du tout la même notion que comme à Digdash. Oui, d'accord, ok. Sinon, Salima, on a une autre question concernant l'hébergement par OVH. Pourquoi ce choix et pas un hébergement par la DNUM? Par la DNUM. Alors, très clairement, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les administrations, mais dans la nôtre, il y a quand même une tendance à délocaliser, on va dire, à décentraliser l'hébergement vers l'extérieur, parce qu'on a clairement, on a quand même une obsolescence. En tout cas, nous, pour la partie data, par exemple, c'était très, très compliqué en interne, honnêtement, d'avoir une plateforme qui réponde aux exigences. On est sur des plateformes où tout est virtualisé. Et on a eu ces dernières années, d'où la nécessité de mettre en place une base à part pour les gros travaux. C'était très compliqué d'avoir les bonnes ressources au bon moment pour faire de la data. Ce n'était pas possible sur un projet comme ça, d'autant plus que là, on commence par de la data, mais on va aller normalement à terme potentiellement sur du big data si on commence à récupérer toutes les données des exploitants. Puisque là, pour l'instant, c'est uniquement le contrôle sanitaire vraiment réglementaire porté par les ARS et les ADGS. Donc, il y a cette première raison. La deuxième aussi, c'est que OVH, pourquoi OVH et pas un autre, du coup, à l'hébergement, j'ai répondu pour l'extérieur, c'est qu'il y avait une offre cloud Digdash de OVH qui était donc naturelle et que tout ce qui est instance Digdash pour nos projets, c'est chez OVH. Après, il y a aussi un marché aujourd'hui qui permet de recourir à OVH. OVH est un partenaire aujourd'hui, en particulier sur toutes ces datas au ministère. Juste pour repréciser aussi peut-être un peu le cadre juridique vis-à-vis d'OVH Cloud. Déjà, c'est une société française, vous le savez, donc elle est en dehors du fameux Cloud Act américain. Ça, c'est important aussi d'un point de vue juridique de sortir de ce flou artistique autour du Cloud Act américain. C'est-à-dire que tous les acteurs type Microsoft, Google, Amazon, en fait, on ne peut pas, clairement, parce que on est sous couvert du Cloud Act américain, c'est-à-dire ce qui permet au gouvernement américain d'aller potentiellement piocher dans vos données pour des raisons de sécurité nationale. Donc il y a un vrai flou juridique et par contre OVH est effectivement certifié notamment pour l'hébergement de données de santé, etc. Donc ça c'est important aussi dans le choix de l'héberger. Tout à fait. Alors c'est vrai que ces critères-là étaient moins sensibles pour nous parce qu'on manipule beaucoup essentiellement de la donnée publique.
Mais c'est le cas pour d'autres systèmes d'information des ministères sociaux, effectivement. Notamment tout ce qui est Covid, tout ce qui est lié actuellement au Covid. C'est HDS, Exactement. c'est chez OVH. Ouais, c'est hébergé par les tableaux de bord sont réalisés avec Digdash et sont hébergés également chez OVH, tout à fait. Pour la partie Covid. J'ai une dernière question, du coup, c'est effectivement, est-ce que les données sont aussi sur le cloud? Alors, qu'est-ce qu'on entend par est-ce que les données sont aussi sur le cloud? Les données, la VM Data, l'entrepôt, il est chez OVH. Ouais. Okay. Pour les raisons que j'expliquais, hein, parce qu'on avait différents scénarios possibles. L'un qui aurait été pas mal en termes de maintien, de maîtrise du patrimoine, ça aurait été de créer l'entrepôt ici et de faire une copie de l'entrepôt toutes les nuits. Mais c'était trop compliqué, trop risqué de le faire en interne compte tenu des contraintes que je vous ai indiquées. Donc, on l'a fait chez Digdash. On l'a fait chez OVH. Là, ça nous permet d'avoir des VM qu'on optimise pour les besoins, en fait. J'ai une autre question concernant le temps de réponse vu la quantité de vos données sur Digdash. Alors, écoutez, les temps de réponse, hein, c'est clair, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de retour des utilisateurs. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur critère. Donc, on avait des exigences vis-à-vis de Digdash, des développements et d'Atoll. C'était que les gens n'attendent pas plus de 3 secondes. Alors, c'est vrai qu'on est moins exigeant que sur d'autres sujets parce que c'est un sujet où les gens ils sont prêts à attendre quelques secondes parce qu'après, ils ont vraiment du temps d'analyse sur les tableaux de bord. Mais très clairement, aujourd'hui, ils sont satisfaits. C'est vrai qu'ils viennent de BO avec des fois du client-serveur, des temps de réponse très longs. Pour l'instant, ils sont assez satisfaits, mais c'est un vrai souci pour nous, c'est d'être vigilant, à bien optimiser les temps de réponse. Juste pour reprendre aussi sur ce point-là et compléter d'un point de vue technique, la solution Digdash embarque une base d'analyse qui est distribuable sur un ensemble de machines. C'est-à-dire qu'à un moment où on sent qu'une VM n'est plus suffisante pour répondre à une seule problématique, on peut distribuer un calcul sur un ensemble de VM. Mais bon, là, on a aujourd'hui, par exemple, sur la partie Covid dont on parlait, on a des bases avec quand même plusieurs millions d'enregistrements, puisqu'il y a eu un peu plus de 150 millions de tests confondus, Covid qui ont été réalisés, PCR et autres. Et puis, il y a eu que plus de 90 millions de vaccins qui ont été injectés. Donc, ça fait, dans le même serveur, effectivement, ça fait une base de données qui fait à peu près 300 millions de lignes. Et il n'y a pas de problème de performance. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui s'y connectent de manière quotidienne, quoi. Donc, on a cette capacité, effectivement, vraiment de scalabilité dans Digdash, de monter en charge vers des volumes de données très importants. On a certains de nos clients, notamment chez Orange, par exemple, où on a des volumes de données beaucoup plus importants, en milliards de lignes. Et là, pour le coup, c'est un cluster de serveurs qui est capable de répondre et d'apporter des temps de réponse qui sont quasi instantanés, comme s'il y avait 5000 lignes, ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est tout pour les questions. Du coup, un grand merci à Salima. Je vais laisser maintenant la parole à Christelle si elle est prête. Je ne sais pas si Salima, tu voulais dire un dernier mot. Merci beaucoup en tout cas. Non, je voulais juste vous remercier pour votre attention. Voilà. Et juste vous dire peut-être qu'on reste à disposition si certains souhaitaient avoir des informations un petit peu sur le projet, s'ils ont des choses qui s'en rapprochent et pour lesquelles ils veulent avoir un retour, il n'y a pas de souci. Vous pourrez faire passer mon mail et je pourrai y répondre avec plaisir. Super, Ça marche. merci beaucoup.